Une partie du rayonnement solaire arrivant sur Terre repart vers l'espace. Cela est dû à la diffusion par l'atmosphère et à la réflexion sur les surfaces terrestres. Dans cette partie, nous allons examiner les processus de réflexion et définir comment les caractériser. L'image présentée ici provient du satellite géostationnaire Météosat 3e génération, prise le 3 juin 2023. Elle présente une combinaison des longueurs d'onde visibles et infrarouges, ainsi que la détection d'éclairs en point bleu clair. Cette combinaison permet de visualiser les corps réfléchissant le rayonnement solaire pendant la journée sur la face éclairée par le soleil à l'ouest, et en même temps les corps qui émettent dans l'infrarouge sur la partie nocturne, plus à l'est. Nous allons nous concentrer sur la partie éclairée de la Terre. On voit une tache très brillante correspondant à une position particulière du Soleil qui se reflète sur l'océan Atlantique nord-est, un peu comme le ferait un miroir. Cette réflexion est appelée spéculaire. On peut constater l'évolution de cette tache brillante, appelée en anglais sun glint, en fonction de la position du Soleil par rapport au satellite. Pour les autres positions, cette tache devient plus floue et disparaît. Par contre, on notera que les taches blanches, liées aux nuages, gardent un même aspect, s'assombrissant juste lorsque le Soleil disparaît du champ de vue du satellite. La réflexion est qualifiée de diffuse. Nous allons donc dans un premier temps étudier ces phénomènes de réflexion sur une interface. Revenons sur les deux types de réflexion, spéculaire et diffuse. On considérera ici que le rayonnement solaire est émis à un instant donné dans une seule direction pour l'ensemble des longueurs d'onde. Dans un premier temps, nous nous intéressons au rayonnement qui atteint la surface de la Terre, indépendamment des modifications qu'il a subies par la traversée de l'atmosphère auparavant. Cette surface peut être considérée comme la limite de deux milieux différents, air-sol ou air-mer ou air-glace. Ces deux milieux ont deux indices de réfraction différents, n et n'. Le phénomène de réflexion est appelé parfois diffusion surfacique. Pour la réflexion spéculaire, la densité de flux réfléchi se produit dans la direction symétrique à l'incidence et la réflexion obéit aux lois de Snell-Descartes. C'est le cas de réflecteurs parfaits comme des miroirs ou des surfaces métalliques qui permettent de conserver une image de l'objet éclairé. À l'inverse, pour un réflecteur isotrope, le flux réfléchi se répartit de façon homogène dans toutes les directions du demi-espace supérieur à l'interface. On parle de réflecteur lambertien. C'est le cas par exemple d'une surface blanche éclairée par une source lumineuse, comme les réflecteurs utilisés par les photographes. Dans le cas intermédiaire, on parle de réflexion diffuse. Une partie du rayonnement est diffusée dans le milieu, après l'interface, dans plusieurs directions. C'est la configuration générale dans laquelle se fait la réflexion dans la nature. L'image de Météosat montre que sous certains angles solaires, la mer peut refléter le Soleil dans les conditions proches des lois de Snell-Descartes. On note toutefois que, la plupart du temps, la tache solaire est floue et la réflexion est donc bien diffuse. Les nuages les plus épais, par contre, se comportent plutôt comme des réflecteurs presque isotropes et leur réflexion reste assez proche à tous les angles solaires. On définit la réflectance comme le rapport des flux réfléchis, spéculaires et diffus au flux incident. On la désigne par la lettre grecque ρ. Lorsque les milieux traversés ne sont pas opaques, il est possible de définir alors une transmittance directe. Selon la direction de l'incidence, le milieu traversé peut aussi être diffusant, et on parle alors de transmittance diffuse. La transmittance se définit comme le rapport des flux transmis, directs et diffus, au flux incident. On rappelle que l'absorbance, définie au chapitre précédent, est le rapport du flux absorbé à la densité de flux incident. Dans le cas où le milieu est un peu absorbant, la conservation de l'énergie permet d'écrire une relation générale
reliant toutes ces grandeurs dont la somme est égale à 1 à toutes les longueurs d'onde. Pour caractériser le rayonnement réfléchi, la grandeur la plus élémentaire est la réflectance bidirectionnelle spectrale ρ indice lambda. Considérons ici un point sur Terre éclairé par un rayonnement incident qui est directionnel, par exemple le Soleil, ou toute autre source de rayonnement parallèle. Ce point est observé par un instrument à une longueur d'onde donnée. Rappelons ici les notations introduites au chapitre 1. L'angle θi et l'angle φi caractérisent ici la position d'incidence, c'est-à-dire la position du Soleil respectivement par rapport à la verticale du lieu et par rapport au nord. Les mêmes notations sont introduites avec l'indice V pour caractériser la visée de l'instrument observant la scène. La réflectance bidirectionnelle spectrale dépend à la fois de la direction du rayonnement incident et de la direction de l'observation. Elle se définit comme le rapport de la luminance observée à la densité de flux incident que multiplie le facteur π afin d'obtenir une grandeur sans unité. Elle est dépendante de la longueur d'onde. La mesure de toutes les dépendances angulaires, d'incidence, d'observation et de la dépendance spectrale s'avère très complexe. On se réfère souvent au cas idéal où la surface est lambertienne ou isotrope. Dans ce cas, la réflectance spectrale est indépendante des angles de visée. Il est alors possible de définir la densité de flux surfacique monochromatique réfléchi en intégrant sur tout le demi-espace supérieur la luminance réfléchie. Ce flux est alors directement proportionnel à la densité de flux incidente. Le facteur de proportionnalité est la réflectance isotrope qui ne dépend plus que des angles θi et φi du rayonnement incident. Revenons à une surface quelconque caractérisée par sa réflectance bidirectionnelle spectrale ρ indice lambda. Elle dépend à la fois de la direction du rayonnement incident et de la direction de l'observation et de la longueur d'onde incidente. Si l'on supprime le facteur π, on obtient une fonction de distribution angulaire traditionnellement désignée par le sigle en anglais BRDF, qui s'exprime alors en stéradian-1. Cette grandeur est très souvent intégrée sur les longueurs d'onde pour rendre compte des propriétés globales de la surface observée. On peut exprimer une réflectance bidirectionnelle totale, c'est-à-dire qu'on l'intègre sur toutes les longueurs d'onde possibles. Mais en pratique, on l'intègre souvent sur une gamme de longueurs d'onde, par exemple dans le visible entre 0,25 et 0,7 microns, sur la gamme dite solaire entre 0,25 et 4 microns. Dans le cas d'une surface quelconque, l'intégration angulaire est plus complexe. En effet, elle dépend des caractéristiques angulaires du rayonnement incident et de l'observation. Nous ne citerons ici que deux configurations particulières pour simplifier. L'auditeur pourra se référer à la littérature pour plus d'informations. On peut imaginer une cible éclairée par un rayonnement solaire directionnel, sans aucun rayonnement diffus, et un système d'observation permettant d'échantillonner tous les angles de visée possibles. On parle ainsi de réflectance directionnelle en incidence, hémisphérique en visée. On l'intègre le plus souvent sur une gamme de longueurs d'onde qui correspond au système d'observation. Pour les surfaces naturelles, l'albédo est le terme générique souvent employé pour la réflectance. Ainsi, cette réflectance est appelée parfois albédo de ciel noir. On l'exprime par la formule suivante. Si le rayonnement incident est totalement diffus, cas d'une très forte couverture nuageuse par exemple, on obtient alors la réflectance diffuse hémisphérique-hémisphérique ou albédo de ciel blanc. Nous avons vu précédemment
que la notion de réflectance présente des dépendances spectrales et angulaires qui rendent sa mesure complexe. On a souvent besoin de résumer les propriétés de réflexion des corps naturels en déterminant une réflectance totale intégrée, à la fois sur les longueurs d'onde, à la fois sur toutes les configurations d'incidence et d'observation. Cette réflectance est donc le rapport de la densité de flux réfléchi à la densité de flux incident dans toutes les situations géométriques possibles. Appliquée à des surfaces naturelles, cette grandeur est appelée albédo. Ce tableau montre ainsi les ordres de grandeur de l'albédo intégré dans le domaine solaire. On l'exprime en pourcentage. Les valeurs montrent une très grande variabilité et une dépendance à certains paramètres tels que les vents, modifiant l'étang de la surface de la mer, les vagues, la houle, l'humidité pour les sols nus, les stades ou l'état de la végétation, l'âge pour la neige, etc. Les éléments les plus réfléchissants sur Terre sont donc certains types de nuages, la neige et les sols nus désertiques. L'océan et la forêt sont en revanche des éléments très peu réfléchissants. Nous retrouvons donc ici les éléments présentés dans la première image du panache de poussière au large du Maroc, commentée en introduction de cette partie. La détermination des caractéristiques des surfaces observées depuis l'espace s'appuie également sur la dépendance spectrale de la réflectance dans une certaine gamme de longueurs d'onde. La figure présentée ici montre la diversité de ces comportements spectraux, caractérisant en moyenne un manteau neigeux, un nuage, un sol nu ou de la végétation. Ces propriétés spectrales sont les bases de nombreuses méthodes de télédétection des surfaces continentales. Ainsi, les observations faites à plusieurs longueurs d'onde peuvent renseigner efficacement sur la nature de la surface détectée. La végétation saine, par exemple, a un comportement très caractéristique, avec une faible réflectance dans le visible, avec un léger maximum relatif dans le vert et un minimum dans le rouge, lié à la structure et aux propriétés des feuilles. Elle augmente dans le proche infrarouge. Des indices, appelés indices de végétation, renseignant sur l'état de la végétation, sont construits sur ces variations spectrales de la réflectance. Pour établir le bilan de rayonnement de l'ensemble du globe terrestre, il est habituel de définir l'albédo planétaire. Ainsi, le sommet de l'atmosphère terrestre, ici noté SDA, peut être considéré comme une interface sur laquelle le rayonnement solaire se réfléchit. C'est en fait un abus de langage car ce rayonnement dit réfléchi au sommet de l'atmosphère est en fait l'ensemble de toutes les réflexions à la surface et de toutes les diffusions à la surface et dans l'atmosphère dans les longueurs d'onde entre 0,25 et 4 microns. On ne s'intéresse ici qu'à la partie des courtes longueurs d'onde que l'on notera SW selon l'acronyme usuel en anglais pour shortwave. On utilise ici les densités de flux qui n'ont pas de caractère directionnel et s'expriment en watts par mètre carré. Les flèches vers le haut indiquant un rayonnement dirigé vers l'espace, les flèches vers le bas indiquant un rayonnement incident. Ainsi, à un point donné, à un instant donné, correspondant à la position du Soleil, selon l'angle zénital θs, on définit l'albédo plan. C'est le rapport de la densité de flux sortant à la densité de flux entrant au sommet de l'atmosphère dans les courtes longueurs d'onde. Certains instruments permettent d'estimer les densités surfaciques de flux sortant au sommet de l'atmosphère. Nous reviendrons sur cette notion au dernier chapitre. Si l'on fait de très nombreuses observations au cours d'une année, pour l'ensemble des points du globe, toutes les valeurs de l'angle θ sont prises en compte. L'albédo planétaire est défini pour cette moyenne. Il représente donc, sur l'ensemble de la planète et en moyenne annuelle, le rapport de la puissance réfléchie au sommet de l'atmosphère, c'est-à-dire repartant vers l'espace, sur la puissance solaire incidente reçue également au sommet de l'atmosphère. On l'obtient en intégrant l'albédo plan sur tous les angles solaires possibles.